pourquoi il faut que je me batte avec tout? Pourquoi est-ce que c'est toujours la galère, franchement? Je viens de récupérer mon trépied, mais j'ai quand même pas réussi à faire la vidéo avant 1 heure parce que mon PC a merdé sur des trucs. Là, j'ai un horrible bruit blanc sur le micro, j'ai cherché pendant une demi-heure pourquoi. J'ai changé de micro d'ailleurs. Voilà. Toujours est-il que, voilà, je reviens du cinéma et je suis allé voir ça. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je pense qu'on est sauvés. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... On va faire une liste. Surtout n'oubliez rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Les cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra. Tous. Père! Non, père! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. Je pourrais combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince, mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Que sais-tu de moi? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé. Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. Ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor et t'effaces ma dette. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait, mon seul désir. Alors, avant de commencer, je voudrais juste reparler un petit peu du Vent se lève parce que quelqu'un d'autre avait raison à ma place. Il se reconnaîtra puisque je pensais le citer, mais carrément lire ce qu'il m'avait écrit, mais j'ai pas retrouvé. C'était sur Facebook et bon, Facebook, j'avais pas envie de chercher dans le fil d'actualité pendant des jours. Mais si je me souviens bien, il me disait que j'étais effectivement passé à côté de certaines choses par rapport au film. J'aurais dû surtout songer au poème dont il était question dans le film. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ce qui voulait dire pour Miyazaki qui prenait sa retraite dans ce contexte que voilà, l'homme dont il était question faisait passer à côté de toute sa vie. Il est passé à côté de sa femme, il est passé à côté de ce qui le rendait heureux pour son travail, alors que voilà, il faut tenter de vivre, et c'était une espèce d'héritage sans doute de Miyazaki au monde après avoir pris sa retraite. Donc voilà. Donc je suis allé voir La Belle et la Bête de Christopher Gans. Christopher Gans, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est celui qui a fait Le Pacte des loups. C'est un film qui m'avait bluffé quand j'étais tout gamin. C'est comme sorti en 2001, donc c'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans, j'étais plus un gamin. C'est aussi le mec qui a fait Silent Hill, et donc qui a fait La Belle et la Bête. Il a fait Crying Freeman en 95. Et c'est un gars qui a une carrière un peu décousue. J'ai été très étonné de voir que il n'y avait que 5 ou 6 films dans sa filmographie en tant que réalisateur. Il y a toujours 6 ou 7 ans d'écart entre les deux. Là j'ai noté les dates quand même. Le Pacte des loups c'était en 2001, Silent Hill en 2006, et là son nouveau film, donc La Belle et la Bête, en 2014, ce qui est quand même, ça fait quand même des gros écarts. C'est pas quelqu'un de très prolifique. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté une petite caméra, donc je suis plus avec mon appareil photo qui coupait tous les quarts d'heure, donc je vais pouvoir parler autant que je veux, je vais pouvoir vous bassiner autant que je veux, et on va pouvoir encore me dire que je fais des vidéos trop longues, ça va être super cool. Donc, voilà. Alors, de La Belle et la Bête, je connaissais 3 films, il y a quelques années,
J'ai vu le film de Cocteau, j'ai eu la chance de voir le film de Cocteau, qui était très très intéressant, que je conseille à tout le monde d'ailleurs, toutes les personnes qui aiment un tant soit peu le cinéma, le cinéma, devraient regarder La Belle et la Bête de Cocteau. Bien entendu, j'ai vu celui de Disney, et j'ai eu aussi la chance de voir un film avec, dans le rôle principal, je sais plus qui, c'est la fille qui faisait la pub pour un parfum. Il y avait elle était le petit chaperon rouge en mini-jupe dans Paris, dans un univers tout doré. Il y avait un loup et elle faisait juste chut au loup et le loup hurlait. Enfin, c'était une très 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 vieille pub. Donc il y avait cette fille-là. Je passerai des extraits parce que c'était assez marrant, c'est assez fandard à voir. Je mettrai le titre du film et la date pour que vous puissiez le retrouver dans le générique de la vidéo. Donc voilà. Alors ce que j'ai à dire de l'histoire de La Belle et la Bête, oui, je regarde mes mains et je dois regarder la caméra encore. De l'histoire de La Belle et la Bête, c'est quand même le syndrome de Stockholm personnifié. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal, surtout avec la version de Disney, parce qu'on nous présente une fille, Belle, et elle s'appelle Belle d'ailleurs, on peut pas s'appeler Brigitte comme tout le monde. Non, il faut qu'elle s'appelle Belle. Donc cette femme-là, cette jeune fille, rejette le beau gosse du village. Voilà, il s'appelle Gaston, je crois. Alors que toutes les cruches sont en pamoison devant ce gars-là. Non, elle préfère les bouquins, elle préfère des choses beaucoup plus terre à terre. C'était déjà à l'époque un petit peu girl power. Mais elle se jette dans les bras de son tortionnaire, de son taulier. Et à la fin, il l'aime et il devient plus beau en plus. C'est l'amour rend plus beau et l'amour rend heureux. C'est bien connu, c'est très bien connu. Et surtout, ça me faisait un drôle d'effet ce film parce que c'est vraiment le côté, elle reste avec un homme violent, mais c'est son choix et elle a raison de faire ce choix-là. Elle a raison de se faire engueuler, frapper, séquestrer parce que il va changer. Voilà, il va changer, ça va plus être du malheur, après ça va être du bonheur. Par la force de l'amour, bien entendu. Hein. Donc c'était quelque chose qui me déplaisait fortement avec Disney. Bon, une fois que j'ai grandi, bien sûr, quand j'étais gamin, je pouvais pas voir ceci. Donc, je pense que Gans est plutôt d'accord avec moi, parce que première chose à dire, c'est que il y a une énorme thématique du viol dans ce film. Je me souviens, j'étais mort de rire parce que quand j'ai voulu entrer, je suis arrivé un peu tôt, donc les gens sortaient et il y en a une qui, oh là là, je pensais pas que j'ai cru que c'était un film pour les enfants, moi, à la base. Et déjà quand on voyait la bande-annonce, faut pas amener les enfants voir ça du tout. Malgré ce qui est marqué dans les interviews, si vous êtes allé dans la même chaîne de cinéma que moi, je vais pas citer le nom, mais ça commence par un G. Il y a une interview dans les petites magazines qui dit que Gans voulait faire quelque chose accessible aux enfants, tout le monde pouvait voir, et on voit d'ailleurs qu'il a voulu faire ça, mais c'est pas à mettre devant tous les yeux, je pense, même si je pense que les enfants peuvent voir beaucoup de choses. C'est pas fait pour eux, ça c'est évident. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de thématiques du viol, ne serait-ce que le fait que on insiste pendant un bon 20 minutes sur le fait que c'est une jeune fille pure, innocente. Elle va dans le château de la bête, j'allais dire de la Belle. Elle va dans le château de la Bête et il y a un sentier qui s'ouvre, il y a des ronces. Et elle se fait frapper donc par les ronces et elle saigne. Quand elle arrive dans le château, elle saigne. C'est quand même un symbole énorme. Surtout, oui, il y a un moment donné aussi, elle tente de s'enfuir. La Bête la rattrape sur la glace et on a cette espèce on voit la caméra dans la glace, on la voit couchée et on voit la Bête sur elle complètement comme un fauve, comme un acte sexuel bien sûr, mais ça a rien de chaste ni de doux, et c'est d'ailleurs étonnamment à ce moment-là qu'elle l'aime. C'est un peu problématique aussi dans ce film. J'ai beaucoup aimé ce film, mais j'ai des gros problèmes, déjà avec la musique. Rien n'est cucu finalement, même si c'est très fleur, très féerique et tout ça. C'est pas cucu, sauf la musique. La musique rend tout cucu, et ça je pense que c'est un choix très très mauvais.
il y a des clochettes partout, enfin, c'est un peu l'horreur. Mais j'ai un gros problème avec la narration de ce film. Il disait, j'ai lu ça sur Wikipédia, merci Wikipédia, que il voulait revenir au conte original, que même Cocteau avait dû travailler sur un conte très coupé, qui était fait pour l'éducation des enfants. Mais là, enfin c'est le syndrome de Stockholm, c'est obligatoirement ça, parce que comment dire, ça va trop vite. On a deux histoires croisées qui est l'idylle entre Belle et la Bête, et on a aussi le passé de la Bête. Et bon, je vais pas raconter, mais enfin si je pourrais raconter parce que c'est cousu de fil blanc, c'est évident. Ça se fait en 3 volets, en 3 rêves, parce qu'elle rêve bien sûr. Ça se fait en 3 rêves qui nous montrent le passé de la Bête, donc à l'époque où il était Vincent Cassel. Mais on comprend tout de suite ce qui se passe. C'est même plus surprenant. C'est une histoire il a fait une grosse erreur et donc il est puni pour ça. Mais on comprend tout de suite ce qui se passe. Donc on n'a pas besoin de se goinfrer 3 rêves. En plus c'est long, alors c'est beau, hein, c'est joli et tout, mais on a compris ce qui se passait. Et à côté de ça, on a la Belle et la Bête qui vont avoir quoi, 4 repas ensemble, et puis ils s'aiment. Voilà. Alors elle est éperdument amoureuse de lui, elle veut y retourner. Pourtant il y avait des moments, des moments intéressants, parce que, ça s'est vu surtout au travers des robes. Je pensais pas parler des robes tout de suite. Elle va porter 4 robes, 4 jolies robes, enfin jolies, j'aime pas trop, mais 4 jolies robes durant le film. Mais c'est les couleurs qui vont un peu montrer son état. La première qu'elle va porter, c'est une robe blanche, donc elle est pure, elle est virginale. La seconde est une robe noire, et c'est là qu'elle va entrer en conflit avec lui. C'est d'ailleurs le moment où ça devient intéressant. C'est un repas où elle montre qu'elle a pas la langue dans sa poche, et quand la Bête est obligée de lui dire de se taire, alors qu'il lui reprochait finalement de ne pas parler, ça montre quelque chose. Donc le conflit était intéressant, et du conflit pouvait naître, c'est ce que j'expliquais dans mon texte sur le Seigneur des Anneaux. On peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on déteste. Et on peut détester quelqu'un parce qu'on est amoureux de lui. C'est tout à fait possible. C'est plus fin que tu es un homme, je suis une femme. Oh, aimons-nous, faisons des enfants, procréons, et notre amour sera plus fort que tout. Mais après ça, elle va tenter l'apaisement. Elle va lui proposer un marché. Et là, elle porte une robe bleue. C'est d'ailleurs dans cette robe bleue qu'il y a la scène de la glace. Et elle finit par porter une robe rouge. Juste après la scène de la glace, elle est amoureuse de lui. Voilà. Et son état change complètement. Et se change vraiment avec cette histoire de la poursuite sur la glace. Pourtant, Disney avait réussi à mieux faire ça. Étonnamment, c'était plus facile finalement, parce que elle s'enfuit, elle est poursuivie par des loups, et la Bête, d'ailleurs la Bête était magnifique dans Disney, il faut regarder. Je passerai des extraits aussi, parce que c'était un travail formidable. La Bête la sauve, attaque les loups, bute les loups, enfin les met en fuite, et elle est blessée à cause de ça. Et donc la Belle est contrainte de rentrer avec la Bête pour la soigner. Et c'est de là que ça commence, que le rapprochement entre les deux se fait. Là, on a juste Léa Seydoux et un fauve qui est en train de la violer sur la glace. Et on pourrait dire que peut-être qu'elle est fascinée, j'en sais rien, mais c'est là qu'ils vont s'embrasser, quoi. Enfin, qu'ils vont s'embrasser, je sais plus, parce que j'ai quitté l'écran, parce que je prenais des notes à ce moment-là. Oui. Mais j'ai du mal à je sais plus quoi dire en fait. Oui, c'est à ce moment-là, d'un seul coup on a un revirement total, et j'ai du mal à comprendre ça. Même dans le film de Cocteau, on comprenait qu'elle était fascinée par la Bête. C'était plus subtil que ça. Là, c'est vraiment haché. Sur la narration toujours, j'ai un gros problème avec comment elle s'appelle, Lamy, la sœur de Alexandra Lamy, Audrey Lamy, voilà,
qui joue dans Scène de ménage, là. Oui, c'est ça, c'est Scène de ménage. C'est pas un truc qui me fait spécialement rire, mais c'est rigolo quand même. On m'a dit, oh, mais c'est quand même une bonne actrice. Le film s'ouvre sur le comique des deux sœurs, donc il y a l'amie et une autre, dont j'ai oublié le nom, que je n'irai pas chercher. C'est tellement surjoué, c'est tellement strident. En plus, cette fille-là, elle a du mérite, hein, bien sûr, mais oh, putain, elle aurait pu jouer la femme d'Abraham Raccourcis. On dirait qu'elle a doublé Bonne Mine. C'est terrible. Vous écoutez les vieux dessins animés d'Astérix, le coup du menhir, c'est la voix d'Audrey Lamy. C'est terrible. Et donc, il y a les deux sœurs qui se chamaillent et tout ceci et tout cela, et c'est fait pour montrer que Belle est à part. Belle est à part, je reviendrai après. Mais franchement, donc Belle, il y a Belle, les deux frangines, et trois frères. On aurait pu se compter des trois frangins, même s'il y en a un qui est totalement passable. Le cadet est gentil et artistiquement doué, comme Belle, hein, d'ailleurs, elle est très gentille. Les cadets sont gentils. Les aînés sont des enfoirés. Le pauvre papa ne sait pas que son fils doit de l'argent à des crapules, et ceci, cela, parce que le père est une victime tout le temps, même victime de ses employés, parce que il perd sa fortune, parce que ses bateaux ont foncé tout droit dans une tempête. Moi j'ai vu ce plan, c'est très joliment fait, hein, mais c'est obligé de te dire, oh les cons quand même. Donc voilà, ouais, on aurait vraiment pu se passer des deux frangines. C'est des comic relief, bien sûr, mais c'est plus lourd qu'autre chose. Si on voulait faire du beau, du joli, c'est peut-être pour les enfants, hein, bien sûr, mais c'était vraiment pas obligatoire. Je reprends mes notes un petit peu. Ah bah déjà. Ouais, il y a aussi une énorme thématique là-dedans. Voilà, je voulais en revenir, qui est du miroir. Bien entendu, le visage de la bête. Mais c'est surtout la Belle. La première fois qu'on voit Belle, son père la cherche, la caméra le suit, et la caméra finit par se décrocher de cet homme-là. Il sort du cadre, et la caméra se met sur un miroir, et on voit l'homme ouvrir une porte au travers du miroir. Donc voilà, et là on arrive sur une espèce de jardin, alors qu'il était dans une maison, il y a une espèce de petite cour intérieure, on sait pas trop, c'est culture. Mais le monde de Belle est à part. Belle est à part. C'est-à-dire que c'est la seule qui est contente d'aller au champ. D'ailleurs, il y a un truc qui est quand même fou, ça m'éclate, c'est que quand même c'est dur. Elle est gentille, hein, parce que elle met le linge et puis elle s'occupe du potager. Vraiment, il fait un soleil superbe. Elle est au bord de la mer. Enfin, même moi qui aime pas trop la campagne, je veux dire, je veux bien mettre le linge partout où vous voulez du moment qu'il y a ce temps-là, quoi. Quand on veut montrer le malheur de quelqu'un, on le fait au moins un petit peu ramper dans la boue. C'est un minimum, je pense, parce qu'effectivement, elle est pas du tout malheureuse de son sort, et bon, on comprend qu'elle fasse la tronche quand les choses vont aller mieux pour lui, enfin pour eux, pour toute la famille. Bon, alors par contre, le film est magnifique. Ce qui m'a bluffé, c'est surtout le château. Il est superbe. Il est, comme on peut l'imaginer, c'est un peu cliché, mais emprisonné dans du lierre, dans des plantes grimpantes pleines de roses, ce qui donne un effet magnifique, mais même le château est en cage. Le château, c'est la métaphore finalement de l'esprit de la bête, puisque je pense que au-delà de l'histoire d'amour et tout ça que Disney et Cocteau nous ont montré, c'est surtout l'histoire d'un homme qui est très malheureux, qui est très seul, qui ne peut pas expier ses fautes parce qu'il est prisonnier du lieu où ça s'est passé, il est prisonnier de sa condition, et c'est un homme qui se reclue comme Walter Mitty finalement, dans sa zone de confort, parce que finalement, peut-être qu'il pourrait sortir de là, peut-être que, bon, même si le domaine est une prison, c'est très bien fait d'ailleurs, parce qu'en fait, le domaine est dans un gouffre, donc quand Belle, qui porte une robe pour monter aux arbres déjà, ça c'est un truc, quand Belle monte aux arbres pour regarder le domaine, tout est cerclé de glace. Le domaine est très chaud, très beau, c'est l'été, et tout autour c'est la glace, mais il y a 20 mètres de haut d'escalade à faire. Il y a juste un petit chemin par lequel elle pourrait sortir. Donc voilà, mais on pourrait se dire la bête pourrait sortir et tout ça, mais non, c'est l'histoire d'un homme
l'est, c'est Quasimodo, c'est Cyrano de Bergerac qui n'ose pas aller au devant des autres, et ça montre au final qu'il y a une âme derrière un visage hideux. C'est l'histoire de Quasimodo finalement. Je voulais revenir aussi sur... Oui, je dis beaucoup... je suis désolé. Je voulais aussi revenir sur toujours l'interview que j'ai lue, superbe interview de 3 questions, c'était magnifique, où Gans disait qu'il s'était inspiré de Miyazaki. Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, et en fait, si, sur la fin surtout, où la maison de campagne dont je parlais est pleine de roses, ça fait beaucoup penser à des choses que j'ai vues dans Le Vent se lève, dans Kiki la petite sorcière, ce genre de choses. Kiki, c'était de lui, ça, je pense. Le château, c'est carrément la Pietà. C'est entouré de ronces et tout ça. Et une scène qui m'a vraiment marqué, le père entre dans le château et tombe sur un festin. Et on sait pas si le festin est là pour lui, s'il est là pour quelqu'un d'autre, s'il a le droit d'y toucher. Et c'est vrai que quand on le voit bouffer avec frénésie, on peut pas s'empêcher de penser au voyage de Chihiro, qui avait à peu près la même scène avec la gamine qui tirait ses parents. Non, on n'a pas le droit de manger ça. Donc oui, un autre bémol aussi, enfin pas tout de suite, j'ai adoré par contre, c'est qu'il y a un énorme univers mythologique. Le conte a été... C'est pas des petites fées, donc c'est plus grave que ça finalement, c'est moins désuet. La malédiction, c'est une vraie malédiction, et on a droit à des golems. À un moment donné, une scène avec des golems qui est superbe, qui rattrape beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux qui étaient un peu ratés, je pense, malheureusement. Il y avait par exemple une scène de poursuite avec une biche, où à un moment donné on voit un écureuil sur un arbre. L'écureuil fait plastoc, quoi, c'est terrible. Il y a aussi les petites créatures là, comment ça s'appelle, les tadum, ou j'en sais rien, qui sont des espèces de... c'est terrible parce qu'à un moment donné, elle dit que les tadum deviennent ses meilleurs amis, on est super copains. Heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon j'aurais été très seul. Et puis finalement, il y a aucune interaction avec. Elle les voit passer, c'est tout. Ils se planquent sous le lit. Si à un moment donné, ils ont fait une poupée. Alors c'est mignon, hein, au début elle a peur, hein, mais une espèce de poupée en ficelle. D'ailleurs ça m'a paru un peu glauque parce que il y a des cheveux blonds sur la poupée, et à des bornes à la ronde, c'est la seule fille blonde. Alors soit ils lui ont coupé des cheveux, soit il y a quelqu'un d'enterré quelque part dans le jardin, mais j'ai trouvé c'était un détail un peu glauque. Après, c'est la magie, c'est féerique, c'est un conte quand même, ça reste un conte, hein, donc on peut pas tout cracher sur tout, bien sûr. Mais les tadum, étant donné qu'il y a aucune interaction avec, c'est des Ewoks finalement. C'est encore pire que des Ewoks. S'il y avait du marketing pour ce film, on vendrait des peluches tadum, quoi. C'est vraiment là pour faire plaisir aux enfants, et ça aussi finalement on aurait pu se passer dans le film de Cocteau. Le château était magique, les objets, il y avait des lustres qui étaient des bras qui sortaient du mur au passage du père, je me souviens. Là, mis à part le fait que les loupiotes s'allument d'elles-mêmes, que les lumières s'allument d'elles-mêmes, on a les tadum, et on aurait pu, ça aussi, ça aurait pu être traité autrement. Il y a aussi un énorme jeu, bien sûr, sur l'ombre et la lumière. D'ailleurs, même si, voilà, les problèmes de Belle se passent au soleil, elle fait son potager, elle porte des potirons qui sont même pas lourds. Le père, par contre, quand il a des soucis, c'est tout de suite, on dirait du Rembrandt, hein, c'est du noir, c'est du blanc, enfin c'est du clair-obscur tout de suite, et ça se fait aussi avec la bête, puisqu'à un moment donné, il y a une scène de dîner, elle lui dit d'aller s'asseoir, la bête lui dit d'aller s'asseoir, et on les voit tous les deux, elle le regarde pas, ils s'accompagnent, et finalement il reste dans l'ombre tandis qu'elle est encadrée par la cheminée, une immense cheminée. Donc voilà, elle reste dans la lumière, la bête fait partie de l'ombre, l'histoire du miroir et tout ça. Oui, ici je voulais dire aussi quelque chose, toujours en rapport avec la magie. On a quand même, elle rêve, et donc quand elle rêve, il y a des loupiotes qui viennent de la forêt et qui entourent sa tête.
Et je me demande combien de fois j'ai vu ça, et je me dis qu'on aurait pu voir des choses plus subtiles que ça. Et c'était déjà cliché avec Avatar, et Avatar a rien, enfin, va pas empêcher, enfin, va pas arranger les choses. Quand il y aura des bois magiques, quand il y aura des arbres magiques, il y aura des loupiotes. C'est obligatoire. Et je pense que ça aurait pu être traité autrement. Elle rêve, et la forêt, les plantes lui disent ce qui se passe. Je pense même que on aurait pu faire pousser des racines autour d'elle, comme les plantes qui la touchent, ça aurait été plus subtil, plus érotique d'ailleurs même. Oui, je dis érotique, hein, mais sans perversion bien sûr. Plus tactile, ça aurait été plus doux, puisque finalement la présence de la bête peut être brutale, peut être douce, et puis les plantes, on les voit bien sûr à la fin rentrer dans cette piole, dans la chambre. D'ailleurs, c'est un peu le même genre de panique qu'il y a eu à la fin de Silent Hill, des espèces de grands cordons. C'était du fil barbelé dans Silent Hill qui enserrait une église. Bon, là c'est la même chose, on a des racines comme ça qui rentrent dans la chambre et qui assaillent tout le monde. Bref, tout se règle un peu beaucoup facilement. J'ai eu beaucoup de mal avec l'idylle, j'ai eu beaucoup de mal à y croire, c'est pas possible. En fait, je crois plus à l'amour, parce qu'il y a une crapule en fait qui est, oui, je vais l'appeler la crapule, qui est plus ou moins amoureux d'une prophétesse qui côtoie. Et lui, je crois à l'amour de ces deux personnes-là. Enfin, je crois qu'il l'aime, bien sûr. Il est fasciné. Elle l'intrigue. Il veut la posséder comme un trophée. Oui, c'est peut-être un amour très moche, mais je crois plus en cet amour-là qu'en l'amour entre la bête et la bête. Il y a eu aussi un petit souci, c'est à cause du rôle principal. Vincent Cassel, j'ai aucun problème. C'est un très très bon acteur. C'est toujours impeccable. On l'a vu dans le Pacte des loups. C'était super. En revanche, Léa Seydoux, elle m'est très antipathique. Pourtant, c'est une jolie fille. Ça vient peut-être aussi du fait que la première fois que je l'ai vue, c'était en passant, c'était sur internet, je suis tombé sur un zap télé, et je l'ai vu faire un doigt d'honneur, comme ça, de but en blanc. C'est pour un truc politique avec lequel j'étais pourtant d'accord avec elle, pourtant, mais je sais pas, ça m'a un peu tout de suite refroidi. Je me suis demandé qui c'était. Après, j'ai su qu'elle avait joué dans La vie d'Adèle de Keshish, que j'ai pas vu puisque je n'apprécie pas trop Keshish, et que je connaissais déjà l'histoire puisque je connaissais la BD déjà avant. Et là, bon, on la sent un peu à part. J'ai pas l'impression que Gans en ait voulu, elle. Et je pense que c'est un peu... Enfin, la preuve est je me suis bien marré, quand le film s'ouvre, on voit que ça a été réalisé par Gans et par Jérôme Seydoux. Je crois qu'il s'appelle Jérôme Seydoux, qui, je pense, est le père de Léa Seydoux. Donc, de là à penser qu'il a fait venir sa fille là-dedans, il n'y a qu'un pas. En plus de ça, comme elle a été primée dans un film à controverse l'année dernière, j'ai un peu peur qu'on la voie un peu partout. Je ne crache pas du tout sur son talent, elle sait jouer. Je pense pas qu'elle devait jouer ce rôle-là, de même que je ne pense pas que Gans devait faire ce film-là. Je sais que Del Toro était à un moment donné présumé pour faire ça, mais encore lui, je pense que il aurait mieux fait de le faire. Toujours est-il que Léa Seydoux, oui, c'est un peu comme comment elle s'appelait, qu'on voyait toujours, Angelina Jolie, sous le prétexte que c'était quelqu'un a dit c'est la plus belle femme de tel magazine, je ne sais plus. On l'a vu, mais à toutes les sauces, tout le temps. J'en pouvais plus, surtout que c'était pas quelqu'un qui me plaisait particulièrement à l'écran. Là, c'est un peu pareil, j'ai un peu peur qu'on ait un peu la même tisane. Ça va être le nouveau Stromae du cinéma. Pareil, j'ai du mal avec Stromae, mais je crache pas sur son talent. Toujours est-il que je vais pas trop m'éterniser dessus. C'était un bon film. Il faut aller le voir. Si vous aimez le cinéma, allez le voir. Je n'y suis pas allé avec les amis qui me traînent habituellement pour voir des blockbusters. Mais et encore, parce que je pense que j'en aurais entendu parler pendant des mois si j'étais allé les faire voir ça.
Mais ça restait un bon film si vous aimez le fantastique, si vous aimez l'histoire de La Belle et la Bête, si vous aimez Vincent Cassel, si vous aimez Gans, allez voir ce film-là. Moi, je vous le conseille. D'une manière ou d'une autre. Je pense peut-être même aller le voir en 3D. Je suis sûr qu'il doit bien mieux rendre en 3D. Pourtant, je n'aime pas spécialement la 3D, mais allez voir ça. Ça vaut le coup. Ça reste quelque chose d'intéressant. Petite annonce, je me suis coiffré une rétrospective de Robocop, les 3 films, parce que je veux aller voir le 4. Et pourtant, je voulais pas y aller, parce que c'était un blockbuster, mais j'en avais marre. Mais j'ai tellement vu le net cracher sur Robocop avant qu'il soit sorti, que je veux aller le voir. Donc, prochaine vidéo, sans doute, vous saurez si le net avait raison, ou si j'ai eu raison d'aller le voir. Voilà, bonne soirée, et puis on se revoit la prochaine fois.